C'est une forteresse entourée de rivières. Pittsburgh, en Pennsylvanie, est l'une des villes les plus sûres des États-Unis. Mais pas forcément pour tout le monde. Leon Ford est toujours sur ses gardes lorsqu'il est au volant. Dès que je vois un policier, tout s'éteint en moi. Il n'a rien à se reprocher. Aucun délit, aucune infraction. Mais ce n'est pas suffisant, il le sait. Il y a 3 ans, un contrôle de police a failli lui coûter la vie. Papa, tu me donnes un coup de main? 1, 2. Il était sportif, étudiant en commerce. Il est aujourd'hui hémiplégique. Conduire, c'est pas trop dur, mais sortir de la voiture, ça oui. Il faut que je m'arrange pour avoir toujours quelqu'un pour m'aider. À 22 ans, il a dû retourner vivre chez son père. Sa vie d'avant s'est arrêtée le 11 novembre 2012. Ce soir-là, des policiers repèrent Leon au volant de sa nouvelle voiture. La scène est filmée par la caméra du véhicule de police. Leon n'est pas armé, il a tous ses papiers, mais les policiers le confondent avec un délinquant qui porte le même nom de famille. Ouais, c'est bien notre gars. Tu es sûr? Ouais. Durant 19 minutes, Leon explique qu'il n'est pas l'homme qu'il recherche. Les policiers refusent de le croire et tentent de l'extraire de force. L'un d'eux, à droite, monte dans sa voiture. Leon panique et redémarre. Le policier à bord de la voiture lui tire 5 balles à bout portant. Leon finit sa course dans un muret. Quand ils m'ont sorti de la voiture, jeté sur le sol et menotté, je ne croyais pas qu'ils m'avaient vraiment tiré dessus, jusqu'à ce que je sente mon sang le long de mon corps et sortir de ma bouche. Et l'un des policiers m'a dit « J'espère que tu vas mourir ». Leon est un miraculé. D'autres n'ont pas eu cette chance. Walter Scott, en Caroline du Sud. Le feu arrière de sa voiture est cassé. Pour échapper à une amende, il s'enfuit, sans arme. Sans sommation, il est abattu de 8 balles dans le dos. Eric Garner, vendeur de cigarettes à la sauvette à New York. Obèse et asthmatique, il est plaqué au sol et pris à la gorge. Il meurt étouffé sur le trottoir. Ou encore Samuel Dubose dans l'Ohio, contrôlé sans permis de conduire, alors qu'il rentre chez lui. Tué d'une balle dans la tête. Leurs photos ont fait la une des journaux avant d'être remplacées par d'autres. Rien qu'en 2015, ils sont 75, plus d'un par semaine. Des hommes non armés, tués par la police, tous afro-américains. Autant de visages et une même question. La police américaine est-elle raciste? De Los Angeles à Washington, nous avons enquêté sur ceux qui sont censés protéger et servir. Tu es ridicule. Tu es à l'académie de police ici et t'es pas au niveau. Comment sont-ils formés? Dans quel cas ont-ils le permis de tuer? Il recule, il recule! Nous avons découvert plusieurs commissariats fermés pour racisme. Et dans certaines régions, un harcèlement quotidien de la communauté noire. 2 balles dans le corps et 1 dans la tête. Les Afro-Américains sont-ils redevenus des cibles? Enquête sur une police plus critiquée que jamais. « 3 ans après son accident, le cauchemar est loin d'être terminé pour Leon Ford.
Ça, c'est à mon fils. Il aime la boxe lui aussi. Il a 2 ans. Son fils est né alors que Leon était encore en soins intensifs. Mais Leon n'a pas les moyens de s'occuper de lui. Ça, c'est le jour où je suis sorti de l'hôpital. Il a dû abandonner ses études, n'a reçu aucune indemnisation et a dû payer lui-même ses frais d'hôpital. Là, c'est la balle qui m'a paralysé. Car aux yeux de la justice américaine, il n'est pas victime, mais présumé coupable. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai découvert que j'étais paralysé, que je ne pourrais plus jamais marcher, mais aussi que j'étais poursuivi en justice et que je risquais 20 ans de prison. 20 ans de prison pour délit de fuite, agression et mise en danger de la vie des policiers. Insupportable pour son père, qui l'a porté directement de son lit d'hôpital au banc des accusés. Lui, aujourd'hui, n'a pas de colère en lui, pas de rancune. J'imagine qu'il tient ça de sa mère. Ils ont essayé de faire comme si mon fils, un bon citoyen, était un criminel pour justifier ce qu'il lui avait fait. Comment, dans ma situation, je peux parler de justice? C'est quoi la justice pour moi? Je me réveille tous les jours et je vois ce fauteuil et je sais que c'est injuste. Alors que les policiers, eux, ils sont dehors, ils travaillent comme avant. Ce soir-là, au moment où le policier entre dans sa voiture, Leon dit avoir pris peur. Les officiers ont-ils agi de façon adéquate ou disproportionnée? Nous avons demandé à les rencontrer. Suspendus le temps d'une enquête administrative, ils ont repris leur travail. Impossible de savoir dans quel commissariat, pas celui de la zone 3, où nous avons eu le droit de filmer. Ici, 90% des policiers sont blancs. Ok les gars, soyez prudents, protégez-vous. Casquette et gilet pare-balles obligatoires sous la chemise, cela fait 20 ans que le sergent Cunningham porte l'uniforme. Comme son frère, son père, son oncle et son grand-père avant lui. 20 ans qu'il patrouille les rues avec chaque jour une dizaine d'appels d'urgence. Je fais attention au danger, je sais qu'il existe, ça m'aide à rester vigilant. Je suis toujours sur mes gardes. Au bout de quelques minutes, première intervention. On cherche un homme noir d'une vingtaine d'années, 1m80, en sweatshirt à capuche blanc et bleu. Un homme est recherché pour tentative de viol. D'après l'appel radio, le type est armé d'un couteau. C'est un jeune homme noir en jean. C'est une description classique? Je ne peux pas dire ça, mais c'est vrai que c'est le premier signalement qu'on reçoit. Sur le bas-côté, un détail attire son attention. Un sweatshirt similaire à celui que portait le suspect. Ça correspond au signalement? Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il s'en est débarrassé pour qu'on ne le retrouve pas. Dans la foulée, les policiers contrôleront plusieurs hommes noirs. Au hasard et sans succès. L'affaire Leon Ford n'a rien changé à leur façon de travailler. Le sergent Cunningham connaissait les policiers impliqués, des collègues, des frères d'armes. C'était de bons policiers, ils étaient bien notés? D'après ce que je sais, oui, c'était de bons officiers de police. Enfin, ce sont de bons policiers. Vous savez, on doit penser à notre sécurité avant tout. On a toujours en tête qu'il y a peut-être une arme dans chaque situation. Et monter dans une voiture lors d'un contrôle, c'est une procédure normale? Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Mais
Je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que je n'étais pas là. Il n'en dira pas plus. La question est sensible. Pourquoi l'officier David Derbysh est-il monté dans la voiture? Et pourquoi a-t-il fait feu? Il travaille désormais dans un bureau. Mais c'est lui qui l'a choisi. Il n'a pas été sanctionné. Pour tenter d'avoir une réponse, nous nous rendons au commissariat central. Son dernier chef vient d'être renvoyé pour corruption. C'est Cameron Maclay qui a pris la suite, avec pour mission de faire le ménage. Mais lorsqu'il s'agit de l'affaire Leon Ford, il reste droit dans ses bottes. C'est vraiment difficile à comprendre pour le grand public. Mais une intervention peut avoir l'air particulièrement horrible et injuste et être parfaitement légale. Les officiers peuvent utiliser leur arme s'ils font face à une menace de mort ou de blessure sérieuse. S'ils se sentent dans une situation de ce type, ils peuvent faire feu. S'ils se sentent en danger? Oui, s'ils se sentent en danger. Si vous avez l'intention de me tuer et que vous avez un pistolet sous la table et que j'attends de voir votre arme pointée sur moi, il est déjà trop tard pour que je fasse quoi que ce soit pour me protéger. C'est une décision de la Cour suprême. Un policier a le droit de tirer sur une personne non armée aux États-Unis. Il suffit de démontrer qu'il pouvait raisonnablement se sentir menacé. Et le fait que le policier soit monté dans la voiture, ce n'est pas quelque chose que vous devez examiner? On ne parle pas de Leon Ford là. Il y a eu une enquête criminelle et il y a eu une enquête administrative pour voir si les procédures ont été suivies ou s'il faut prendre des sanctions disciplinaires. Les policiers ont-ils commis une faute? Seront-ils un jour sanctionnés? Au bout de 3 ans de bataille judiciaire, en tout cas, la ville de Pittsburgh a fini par abandonner les poursuites à l'encontre de Leon Ford. Il n'a pas été déclaré innocent pour autant, et encore moins victime. Yo, see the cops, they tried to kill me, so I'ma make the whole world feel me. Il a décidé de prendre le micro. Selon lui, le combat dépasse largement son histoire personnelle. Ma vie n'est pas facile, mais je suis quand même reconnaissant d'être là et de pouvoir raconter mon histoire. Parce que tous les autres, Sean Bell, Mike Brown, Trayvon Martin ou Freddie Gray, tout cela, ils ne sont plus là. Et je comprends à quel point ma voix est importante. Sean Bell, Freddie Gray, Tamir Rice, des Afro-Américains tombés sous les balles des policiers. Et si toutes ces morts étaient le symptôme d'un mal beaucoup plus profond? C'est ce que va mettre en lumière l'affaire Michael Brown. Août 2014, à Ferguson, dans le Missouri. Ce colosse de 18 ans, en casquette rouge, vole des cigares dans un magasin et repousse le vendeur. Quelques heures plus tard, sa route croise celle de l'officier Darren Wilson. Le policier l'interpelle parce qu'il marche au milieu de la rue. Les deux hommes en viennent aux mains. Que se passe-t-il ensuite? Les témoignages divergent. Mais l'officier fait feu à 12 reprises et tue Michael Brown, pourtant non armé. Dans la foulée, une explosion de colère secoue la ville et le pays tout entier. Des mois d'émeutes, comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis des décennies. Un an et demi plus tard, l'incendie est éteint à Ferguson. Mais les braises de la colère couvent toujours. Lala ne connaissait pas Michael Brown, mais sa mort a fait d'elle une militante. Vous avez une jolie voiture. Merci.
Il y a marqué quoi là, ici? Il y a écrit « J'aime Mike Brown » et « Révolution ». Elle a baptisé sa voiture la Mike Mobile et se rend chaque semaine à l'endroit où il a été tué. C'est là qu'ils l'ont assassiné. Que l'officier Darren Wilson a voulu jouer à Dieu et a tué Michael Brown. Michael Brown était un petit délinquant. Il est devenu un symbole. C'est à nous de nous organiser et de nous défendre. Sinon, ils vont nous tuer un par un. Ils l'ont laissé au milieu de la rue pendant 4h30. 4h30, pendant lesquelles les enquêteurs et experts balistiques tentent de reconstituer la scène. 4h30 avant qu'un policier ne recouvre son corps, exposé aux yeux de tous, dans ce quartier quasi exclusivement noir. Maladresse des policiers ou humiliation délibérée, pour beaucoup, c'était une provocation. Voilà, là c'est mes photos de ce mois d'août. Et là, c'est Darren Wilson. On est à sa recherche. Il est recherché pour meurtre. Selon vous, il n'y a pas eu de justice? Il n'y a pas eu de justice. C'est un meurtrier en liberté. Il a été payé pour le meurtre de Michael Brown. Il a touché des milliers de dollars et sa retraite. Il s'est marié. Il est heureux. L'officier Darren Wilson n'a pas été inculpé. Il a reçu 500 000 $ de dons d'Américains qui le soutiennent et il a disparu. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Il ne travaille plus au commissariat de Ferguson où personne n'a accepté de nous répondre. Pour retracer son parcours, nous nous rendons dans la ville voisine, Jennings. C'est dans ce commissariat que Darren Wilson a débuté sa carrière il y a 6 ans, avant qu'un premier incident n'éclate. Aujourd'hui, c'est le capitaine Jeff Fristing qui dirige cette brigade de 35 hommes. Là, c'est notre cellule anti-gang. Ils sont chargés de lutter contre le crime organisé. Aucun d'eux n'a travaillé avec l'homme qui a tué Michael Brown, car l'officier Darren Wilson et ses collègues de l'époque ont tous été licenciés. Darren Wilson travaillait ici jusqu'à ce que la police soit dissoute, en mars 2011. Ils avaient plusieurs problèmes. Il y avait un problème de corruption au sein du commissariat, un taux de criminalité élevé, et puis des problèmes, disons, de relations avec les communautés. Problème avec les communautés. En clair, le commissariat entier a été dissous pour corruption et racisme. Aujourd'hui, ceux qui ont succédé à Darren Wilson, comme le sergent Norton, tentent de réparer les dégâts auprès d'une population à 80% noire. Bonjour, Miss Joy. Je suis venu avec la télé. Non, c'est pas vrai. Attendez, je vais mettre mon rouge à lèvres. Venez dans mes bras. Ça va bien? Ça va très bien. Ça, c'est de la police de proximité. Alors, pas mal, non? La police de Jennings, il y a 5 ans, c'était comment? Oh, c'était des racistes. De vrais racistes. Pour un homme noir comme moi, ce commissariat, c'était comme 20 ans en arrière. Si vous marchiez dans la rue et qu'ils vous emmenaient au poste, vous risquiez de vous faire tabasser à mort. Ces policiers-là ont quitté Jennings aujourd'hui.
mais beaucoup ont repris du service ailleurs, après quelques semaines de mise au banc. Darren Wilson, lui, a été recruté 3 mois plus tard par la police de Ferguson. L'homme qui a signé son contrat, c'est le maire de la ville, James Knowles. Aujourd'hui pointé du doigt pour avoir dirigé une administration gangrénée par le racisme. C'est là que se réunit le conseil municipal. Dans cette ville à majorité noire, la mairie, la police et la justice ont toujours été tenues par des blancs. Une petite équipe dirigeante dans un entre-soi capturé par des photos comme celle-ci, retrouvées sur les réseaux sociaux. Là, c'est Darren Wilson et là, c'est moi. Les gens essaient d'utiliser cette photo contre moi. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une photo d'un samedi soir comme un autre, dans un restaurant de Ferguson où tout le monde va. Et oui, j'étais là avec des responsables de la ville que je connais. Vous essayez de montrer à quel point cette communauté est incestueuse. Le maire est sur la défensive. Au sein de sa petite équipe, il a dû licencier 6 personnes pour racisme. Et en particulier, Marianne Tweety, sur laquelle s'appuie Darren Wilson. Elle travaillait au tribunal de la ville. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vue traiter les Noirs de façon différente. Je crois même qu'elle a un beau-frère ou une belle-sœur qui sont noirs. Mais ça n'enlève rien au fait qu'elle n'aurait jamais dû envoyer ses emails racistes depuis sa boîte mail professionnelle, avec un ordinateur de la ville. La greffière échangeait des emails racistes avec des policiers de Ferguson. Comme cette photo d'un ancien président américain donnant le biberon à un singe, avec pour légende Ronald Reagan s'occupant de Barack Obama bébé. Ou encore celui-là, où l'on peut lire « Une Afro-Américaine se rend à l'hôpital pour avorter. Elle reçoit un chèque de 5 000 $ et demande pourquoi. On lui répond « Pour avoir lutté contre le crime ». Marianne Tweety, elle aussi, a retrouvé du travail après avoir été licenciée. Dans cet autre tribunal d'une ville voisine à 15 km de Ferguson. Nous la contactons par téléphone. Franchement, j'ai aucune envie de parler à la presse, là. Je veux laisser toute cette merde derrière moi. Mais vous avez bien envoyé ces emails. Et j'ai pas envie d'en parler. Sauf si vous êtes prêt à m'offrir 100 000 $. Sinon, merci de m'avoir appelé, mais on en reste là. Je vais rester dans les livres d'histoire à cause de cette affaire. Maintenant, il faut que je pense à moi. Aujourd'hui, elle continue à intervenir dans les affaires légales des habitants. En caméra cachée, nous nous rendons à sa dernière adresse. Bonjour. C'est son ex-mari qui nous reçoit. Ils sont séparés depuis peu. Tenez, asseyez-vous. Elle a fait une blague qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui, vu qui est notre président, vous voyez. Il voulait juste un bouc émissaire, et c'est sur elle que c'est tombé. Mais elle n'a jamais eu de problème de racisme. À la limite, elle s'en prend à moi parce que moi je viens du Sud. Je suis raciste. Vous êtes raciste? Ah oui. Ah oui, très raciste, je viens du Sud. Ma famille a toujours détesté ces gens. Vous voulez dire les Noirs? Vous savez... Comment dire? J'aime pas les nègres. Ils restent assis sur leur canapé toute la journée, à attendre les allocations. Thanks for your help. Hey, I wish I could help you, sir. That's really kind. I wish I could help you. Mais s'agit-il de simples dérives individuelles? Ce climat de racisme a fait l'objet d'une enquête très approfondie
du ministère américain de la Justice. Le rapport Ferguson, qui dénonce un préjugé raciste au sein de l'administration. Les méfaits de la police et de la justice à Ferguson visent de façon disproportionnée les Afro-Américains. 85% des contrôles de véhicules, 90% des amendes, 93% des arrestations visent des citoyens noirs. Ce rapport explosif est le résultat de centaines d'entretiens et de plusieurs mois d'investigations réalisées avec l'appui d'enquêteurs du FBI. L'homme qui l'a dirigé, c'est le professeur de droit Jonathan Smith. On s'est aperçu qu'à chaque fois que les chiens étaient lâchés sur des gens, c'était sur des Noirs, y compris contre un enfant de 14 ans qui séchait l'école. Toutes ces pratiques visaient particulièrement la communauté noire avec hostilité. Le professeur dénonce surtout un racket institutionnalisé, des amendes imposées en majorité aux Noirs, une culture policière contaminée par le racisme et visant à générer de l'argent. À Ferguson, le système judiciaire ne visait plus à protéger les individus, mais à rapporter de l'argent. Il y avait une collaboration entre la police et le tribunal pour prendre les gens au piège, leur prendre leur argent et remplir les caisses de la ville. Le harcèlement décrit dans le rapport, ils sont des milliers à l'avoir subi. Thomas Baker le connaît par cœur. Excès de vitesse, défaut d'assurance, des infractions banales qui s'accumulent, des amendes 3 à 5 fois plus élevées qu'ailleurs qu'il n'arrive plus à payer, et au bout de l'engrenage, la prison. Combien de fois vous avez été emprisonné? En tout, je dirais, depuis le temps, je dirais que j'ai été emprisonné plus de 150 fois. 150 fois? Oui. Uniquement pour des infractions routières? Je n'ai jamais rien fait d'autre. Mis bout à bout, pour ces délits mineurs, il aura passé près de 6 mois de sa vie en prison. L'équivalent dans certains États d'une condamnation pour braquage. Thomas habite une jolie maison dans un quartier bourgeois. Ingénieur électronicien de 40 ans, père de famille, il a pourtant failli tout perdre. Voilà, c'est là que je range mes amendes. Enfin, pas toutes. J'en ai aussi dans la voiture. Là, vous avez 2 PV. Il faut que j'aille au tribunal pour 48,50 $. Vous êtes convoqué au tribunal pour 48,50 $? Oui. Et vous pouvez aller en prison pour ça? Oui. Il lui est arrivé d'avoir 10 convocations au tribunal la même semaine, de devoir choisir entre manquer une journée de travail ou une convocation, et donc risquer la prison. J'ai perdu 3 emplois à cause de ça. Un jour, je n'ai pas pu payer mon loyer. J'ai été expulsé. J'étais au fond du trou. J'étais incapable de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai fini à l'hôpital, en dépression. De peur d'être arrêté avec ses enfants, il ne pouvait plus les emmener à l'école, ni au parc. Son couple a failli ne pas résister. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il se faisait tout le temps arrêter. Alors que moi, je n'avais jamais de problème. Mais c'est parce que je ne suis pas un homme noir. Vous disiez à vos enfants qu'il était en prison? Non. Non. Mon fils de 4 ans m'a demandé pourquoi je n'étais jamais là. Alors je lui ai dit que j'étais en mission secrète. Et parfois il me demande si j'ai l'intention de repartir en mission. Et je lui dis non. C'est terminé les missions secrètes. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Mais une équipe de juristes
a décidé de le défendre gratuitement. Lui et tous ceux qui depuis des années remplissent les caisses et les prisons de la ville. Hey, how you doing? L'avocat Thomas Harvey dirige Arch City Defenders. Il a lancé une action de groupe qui représente 10 000 personnes à Ferguson et a déjà obtenu que l'État du Missouri fixe des plafonds aux villes qui se nourrissent des amendes. Désormais, les villes ne peuvent pas tirer plus de 12,5% de leurs revenus des infractions routières. Mais cette nouvelle loi a deux défauts majeurs. Elle ignore totalement le cœur du problème, l'aspect racial. Et puis il lui aura fallu la mort d'un homme non armé dans notre région, la mort de plusieurs autres à travers le pays, 1 an de manifestations et la crainte, la menace d'une révolution pour que le système évolue un tout petit peu. Et maintenant que cette menace n'est plus là, Maintenant que la menace n'est plus là, j'ai peur qu'on revienne au statu quo. il y a un homme, en tout cas, qui refuse le statu quo. Nous retrouvons Leon Ford, à plus de 1000 km de chez lui. Hey, I'm good. How are you? À l'université de Richmond, en Virginie. Chaque semaine désormais, il se rend dans une nouvelle ville des États-Unis pour raconter son histoire. Ce jour-là, parmi les dizaines d'étudiants et de spectateurs venus l'écouter, pas un seul blanc. Mais ceux qui ont fait le déplacement repartent bouleversés. C'est triste. En tant qu'Afro-Américaine, j'ai déjà entendu tous les combats que mon père a dû mener. Mais mon père a 65 ans, lui il a 22 ans. Et savoir que ça continue encore aujourd'hui, c'est blessant. Mais je me sens fière aussi, quand je réfléchis à tout ce qu'on a subi, à tout ce qu'on a traversé, tout en restant unis et sans jamais céder à la colère et à la haine. Je ressens beaucoup d'amour après cette conférence, en parlant avec ces gens. Vous traversez tout le pays en voiture, c'est pas trop dur? Ça a changé votre vie tout ça? Ouais, il y a des gens qui voient les voyages comme un problème. Pour moi, c'est l'inverse. C'est, allez quoi, c'est juste à 6 heures de route, on y va. Même en fauteuil, je le vois plus le fauteuil moi, vous savez. Je suis handicapé dans mes jambes, pas dans ma tête. Pour lui, pour les Noirs américains, la longue marche est loin d'être terminée. Depuis que nous l'avons quitté, Leon Ford a donné plusieurs dizaines de conférences. Dans le même temps, une dizaine de Noirs américains non armés ont à nouveau été tués par la police.